Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à l'actualité sociale de la rentrée. Donc, bon, masqué, mais on va parler ensemble des derniers sujets qui sont d'actualité. Donc, on va vérifier que tout est OK, le son, la caméra, c'est tout bon. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez pas ou s'il y a un problème de connexion. Et n'hésitez pas à télécharger également le support qui figure dans les documents à distribuer. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Allez, on commence. Alors, pour faire un petit peu le tour de ce qu'on va aborder, on va commencer par le protocole sanitaire et les éléments qui sont corrélés, tout ce qui est personnes vulnérables, les gardes d'enfants. On abordera aussi le décret sur l'activité partielle de longue durée, quelques points de la troisième loi de finances rectificative avec le report de la prime PEPA, l'aide à l'alternance et l'aide à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans. On va commencer par le protocole sanitaire, puisqu'effectivement, vous l'avez constaté, le protocole sanitaire a été mis à jour dans la soirée du 31 août 2020 pour une application au 1er septembre avec comme mesure phare le port du masque obligatoire en entreprise avec bien évidemment des adaptations possibles prises en concertation avec les IRP. On va parvenir sur le contenu des mesures sanitaires puisqu'il a fait l'objet d'un webinaire vendredi dernier par nos collègues HSE. Donc, n'hésitez pas à aller le voir en replay, on vous a mis le lien. Nous, on va plutôt s'intéresser à la partie règlement intérieur, puisqu'effectivement, la publication d'un question-réponse du ministère du Travail, alors daté du 7 septembre dernier, est revenue sur cette problématique, puisque selon le question-réponse, chaque entreprise doit décliner, après évaluation des risques, dans les conditions définies par le Code du travail, les dispositions du nouveau protocole. Et le question-réponse indique clairement que ces mesures sanitaires obligatoires doivent figurer et relèvent du règlement intérieur. Donc, le point positif, c'est que l'administration reconnaît, s'agissant de mesures de santé sécurité au travail, la possibilité de faire jouer la procédure d'urgence qui est prévue par le Code du travail. L'article est cité en dessous, donc tout ce qui est note de service ou tout autre document qui comporte des obligations générales et permanentes dans les matières de santé sécuritaire sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions. Ils doivent donc être soumis aux mêmes dispositions que le règlement intérieur. Il y a une exception toutefois qui joue là en l'espèce, c'est que lorsque l'urgence le justifie, ces obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, les prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE ainsi qu'à l'inspection du travail. Pour illustrer un petit peu ces propos, le question-réponse distingue deux hypothèses. Les entreprises de moins de 50 salariés qui ne disposent pas de règlement intérieur, je rappelle que jusqu'au 1er janvier de cette année, le règlement intérieur était obligatoire pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Donc aujourd'hui, on est sur une mesure d'effectif un peu plus importante. Donc pour les entreprises de moins de 50 qui n'ont pas de règlement intérieur, immédiatement, l'employeur prend une note de service écrite qu'il affiche et qui porte à la connaissance des salariés et détaille les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l'obligation du port du masque. Pour les entreprises qui disposent d'un règlement intérieur ou celles qui sont moins de 50 et qui ont fait le choix d'adopter un règlement intérieur, alors je rappelle qu'effectivement, pour tous ceux qui étaient au moins 20, il y avait déjà le règlement intérieur, donc pour le coup, vous êtes visés par cette disposition. Dans ce cas-là, vous prenez une note de service écrite, affichée et portée à la connaissance des salariés, qui décline là encore les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l'obligation du port du masque. Votre note de service va valoir adjonction au règlement intérieur, être immédiatement applicable dans l'entreprise au vu de la procédure d'urgence et communiquée à l'inspection du travail et au secrétaire du CSE. On n'a pas le délai d'un mois comme on peut l'avoir pour des dispositions classiques. L'intérêt, en fait, et surtout, on vous invite quand même à le faire, c'est que si vous souhaitez sanctionner un salarié en cas de non-respect des dispositions liées au protocole sanitaire, dès lors que vous aurez suivi cette procédure d'urgence, vous avez une base juridique pour pouvoir sanctionner et ne pas voir votre sanction contestée auprès du Conseil de prud'homme. C'est donc vraiment important que vous pensiez à faire cette procédure par sécurité juridique.
Alors, autre point du protocole sanitaire, c'est le télétravail. Alors, le télétravail est recommandé pour les salariés, on dirait sans risque particulier, puisque effectivement, là encore, le question-réponse du ministère sur le protocole rappelle que, en résumé, le télétravail n'est plus la norme, mais reste recommandé pour prévenir le risque d'infection au Covid. Et en fonction de la situation sanitaire, le protocole prévoit également que les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d'encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail. C'est un sujet d'actualité puisque probablement que la négociation interprofessionnelle va être relancée sur le télétravail. Donc, ça peut être effectivement un moyen pour les entreprises de limiter la propagation du virus. Voilà un petit peu ce que dit le question-réponse. Le question-réponse distingue les salariés sans risque particulier des salariés. Pardon. Voilà. Quoi qu'il dit, voilà. Des salariés qui sont considérés personnes vulnérables, puisqu'effectivement, pour les travailleurs à risque de forme grave du Covid, le télétravail doit, selon le nouveau protocole, continuer à être favorisé par les employeurs sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant, le médecin du travail et dans le respect évidemment du secret médical. Il doit donc être favorisé aussi autant que possible pour les travailleurs qui, sans être eux-mêmes à risque de forme grave, vivent au domicile d'une même personne à risque. Alors attention, la liste des personnes vulnérables pour lesquelles le télétravail doit être favorisé fait toujours référence à l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 19 juin 2020, dont vous pouvez retrouver la liste via le lien qu'on vous a indiqué. C'est donc bien la liste élargie qui prend les 12 critères de vulnérabilité initialement fixés qu'il convient de prendre en compte pour le télétravail des personnes vulnérables. Ça va donc viser les personnes qui ont été exclues de ce dispositif dans le cadre du décret sur lequel on reviendra tout de suite après. Donc typiquement, à titre d'exemple, la femme enceinte au 3e trimestre de grossesse rentre dans cette catégorie de personnes vulnérables pouvant ouvrir droit au télétravail. Lorsque le télétravail ne peut pas être accordé, des mesures de protection complémentaires doivent toujours être assurées pour le bon déroulement du travail en présentiel, à commencer par la mise à disposition d'un masque chirurgical, la vigilance particulière quant à l'hygiène régulière des mains, l'aménagement du poste de travail. Je n'y reviens pas puisque tout ça a déjà été développé par nos collègues HSE. Le protocole souligne donc bien que ces travailleurs vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable ont désormais tous vocation à travailler, soit en télétravail, soit en présentiel, dans le respect des conditions fixées plus haut. Justement, sur les personnes vulnérables, alors c'est un des feuilletons à rebondissement de l'été, puisque après avoir annoncé une date de fin du dispositif au 31 juillet, puis au 31 août, puis de nouveau au mois de juillet, c'est finalement le décret du 29 août dernier qui fixe les nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au risque de forme grave d'infection du Covid. Dorénavant, il y a 4 critères de vulnérabilité qui réduit la liste des personnes qui peuvent bénéficier de ce statut. Ça vise donc les personnes qui sont atteintes d'un cancer évolutif sous traitement, hors hormonothérapie, être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, vous avez la liste qui figure juste en dessous, être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro- ou macrovasculaires. Et enfin, être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. Les autres critères sont exclus, c'est-à-dire que les personnes atteintes d'une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire, les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse, ne figurent plus sur cette liste des personnes à risque et donc sont exclues du dispositif exceptionnel d'activité partielle. Donc, on a vraiment 2 types de personnes vulnérables. Pour pouvoir bénéficier du dispositif d'activité partielle, depuis le 1er septembre, ces personnes vulnérables, pour être placées en activité partielle, doivent se voir remettre un nouveau certificat médical de leur médecin traitant et le transmettre à l'employeur. Et la procédure reste la même que celle qui a pu être valable depuis le 1er mai. Alors, on voulait juste revenir sur la notion de cas contact, comment gérer en entreprise.
Alors, à ce jour, la seule mise en quarantaine ou en septaine depuis quelque temps des personnes considérées comme cas contact à risque ou cas contact étroit est envisagée avec un placement en arrêt de travail. Le question-réponse, justement, du ministère rappelle ce qu'est un cas contact étroit. Donc, un cas contact étroit est une personne qui, à partir de 24 heures précédant l'apparition des symptômes d'un cas confirmé, a partagé le même lieu de vie ou a eu un contact direct avec lui. Donc, vous avez la définition complète. Les personnes qui répondent à cette définition, elles doivent prendre contact avec leur employeur pour envisager avec lui les possibilités de télétravail qui pourraient être mises en place. En l'absence de solution de télétravail, elles prennent contact avec le médecin traitant qui pourra prescrire un arrêt de travail s'il l'estime nécessaire. La prescription de l'arrêt n'est donc pas automatique. Et à défaut de prescription d'arrêt de travail, le salarié est censé reprendre son travail. Alors effectivement, on a bien conscience que pour beaucoup d'entreprises, ça peut être problématique. En l'absence d'arrêt, il n'y a aucune disposition, malheureusement, qui vous permet d'imposer aux salariés la prise de congés payés ou de RTT. Donc, dans cette hypothèse-là, soit la personne peut télétravailler, soit parce que par sécurité, vous ne souhaitez pas qu'il revienne dans l'entreprise avant d'avoir obtenu le résultat de son test et de vous-même, vous lui dites de rester chez lui. Dans ce cas-là, c'est une décision que vous avez prise et qui va inciter, vous obliger finalement à maintenir la rémunération durant ce temps-là, ou alors il est possible de discuter avec lui sur la prise de CP ou de RTT. Dans ce cas-là, il faudra se mettre d'accord. J'insiste quand même qu'en principe, une personne qui a contact va recevoir un appel de la sécurité sociale qui, s'il ne peut pas être en télétravail, va lui prescrire un arrêt de travail. Donc, en fait, les cas de cas contact sont vraiment clairement délimités. Donc, voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Et dernier point, avant qu'Alexandra aborde l'activité partielle de longue durée, les gardes d'enfants. Alors là, c'est pareil, effectivement, avec la multiplication des fermetures de classes, le gouvernement a décidé, alors via un communiqué de presse sur le site du ministère de la Santé, de finalement reconduire le dispositif d'activité partielle dans le cadre de la garde d'un enfant. Dans ce cas-là, les parents qui sont dans l'impossibilité de télétravailler pourront bénéficier de l'activité partielle dès le premier jour de leur arrêt et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. Donc, les salariés du secteur des entreprises seront placés en activité partielle. Elle ne pourra bénéficier qu'à un seul parent par foyer en cas d'incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d'un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas contact de l'enfant. Le ministère rappelle que ça couvrira de manière rétroactive les arrêts à partir du 1er septembre 2020. Vous avez le lien vers le communiqué de presse. Aujourd'hui, on n'a pas plus de précisions que cette annonce. Donc, des précisions administratives ou réglementaires seraient les bienvenues et on les attend. On les aura à la fin du mois, très certainement. Voilà, exactement. Donc, je laisse la parole à Alexandra qui va aborder l'activité partielle de longue durée. Merci, bonjour à tous. On va effectivement faire le point sur l'activité partielle de longue durée, un sujet sur lequel vous nous avez déjà largement interrogé. Donc, on va profiter de ce webinaire pour refaire un petit peu le point. Donc, ce dispositif, il a été précisé via la parution d'un décret le 28 juillet dernier. Concrètement, les entreprises vont pouvoir effectivement bénéficier d'un dispositif spécifique en cas de réduction de leur activité jusqu'au 30 juin 2022. Alors, l'APLD, il y a un certain nombre de dénominations différentes que vous allez pouvoir rencontrer, puisque au départ, le dispositif avait été intitulé ARM. Donc, bon, concrètement, peut-être que la dénomination n'était pas forcément très bien choisie, d'où désormais la dénomination d'APLD. Et puis, vous pourrez lire aussi dans des accords de branche ou dans des publications la dénomination activité partielle spécifique, qui recouvre effectivement la même notion. Donc, concrètement, ce dispositif, il va permettre aux entreprises qui ont une baisse durable d'activité de diminuer leur horaire de travail en prenant, bien évidemment, un certain nombre d'engagements, et notamment des engagements en termes de maintien de l'emploi sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Concrètement, comment mettre en place l'activité partielle de longue durée dans votre entreprise? Vous avez deux solutions. Soit effectivement, vous avez un accord collectif qui est négocié directement au niveau de votre entreprise, de votre établissement ou de votre groupe. Dans ce cas, c'est un dialogue avec vos délégués syndicaux en priorité. Et pour les entreprises qui n'ont pas de délégués syndicaux, on peut effectivement passer par les modalités dérogatoires, CSE, etc.,
Pour plus de précision, n'hésitez pas à nous recontacter, mais en tout cas, vous avez un certain nombre de possibilités de négociation qui s'ouvrent à vous. Soit, on a la possibilité, pour les branches qui auraient conclu un accord de branche étendu, de pouvoir décliner cet accord de branche en entreprise sur la base d'un document unilatéral qui sera élaboré par l'employeur et pour lequel vous aurez effectivement l'obligation de consulter votre CSE. L'accord collectif signé va être bien évidemment transmis à l'administration et on dit que l'accord sera validé par l'administration. Pour le document unilatéral, il sera également transmis à l'administration pour validation. On ne parle pas de validation dans ce cas-là, on parle d'homologation. Voilà, c'est deux termes un peu différents que la directe va prendre en compte. Donc concrètement, pour pouvoir mettre en place cet APLD, on doit forcément avoir un accord collectif à la base, soit un accord d'entreprise, soit un accord de branche que l'on va décliner en entreprise. Alors, on va revenir sur, bien évidemment, le contenu de cet accord. Et en réalité, le contenu du document unique que vous pourriez élaborer sur la base d'un accord de branche sera le même. Le contenu, tout d'abord, c'est obligatoirement un préambule. Donc, le préambule, il doit faire l'objet d'un diagnostic sur la situation économique de votre entreprise, de votre établissement et sur les perspectives d'activité. Vous allez devoir donc, dans votre préambule, expliquer en quoi la situation économique de votre entreprise vous oblige à avoir recours à l'activité partielle de longue durée, tout en expliquant que vous avez des perspectives d'activité à l'avenir et qu'il n'y a pas forcément de licenciement envisagé. Donc, diagnostic, perspective d'activité. Deuxième mention obligatoire, c'est la durée d'application de l'accord. Concrètement, l'accord APLD, il va vous permettre de bénéficier du dispositif d'APLD pendant 24 mois, soit 24 mois consécutifs, soit 24 mois sur une période maximale de 36 mois consécutifs. La date de début de votre accord, ce sera au plus tôt le premier jour du mois civil au cours duquel vous avez demandé la validation de votre accord ou l'homologation de votre décision unilatérale. Concrètement, pour avoir un exemple concret, je signe mon accord le 15 septembre, je peux faire rétroagir mon accord au 1er septembre. Là-dessus, on tient quand même à vous alerter. L'accord signé ne suffit pas, il faut qu'il soit validé par la directe. Donc, si vous le faites rétroagir au premier jour du mois dans lequel vous le transmettez et que finalement, la directe ne vous valide pas, vous prenez le risque d'avoir une période plus ou moins longue, 15 jours, un mois, sur laquelle vous aurez placé des salariés en activité partielle et pour lesquels vous n'aurez pas d'allocation. Donc, ça peut être quand même intéressant de décaler un peu le début de votre APLD pour être certain d'être couvert par le dispositif. Quoi qu'il en soit, ces dispositifs, l'APLD, elle va s'appliquer à tous les accords ou documents unilatéraux que vous allez transmettre à l'autorité administrative et au plus tard au 30 juin 2022. Ce qui veut dire que votre dispositif de 24 mois, vous pouvez le faire démarrer jusqu'au plus tard le 30 juin 2022. Et du coup, si je le transmets le 28 juin, les 24 mois vont commencer à courir le 24 à partir de cette date-là. Donc, il va évidemment perdurer après 2022. Autre mention très importante de votre accord, c'est son champ d'application. Concrètement, dans votre accord ou dans votre document unilatéral, vous allez devoir déterminer quelles sont les activités de votre entreprise qui sont concernées et quels sont les salariés qui sont concernés par le dispositif d'activité réduite. Vous n'êtes donc pas obligé de placer toute votre population de salariés en activité partielle. Vous pouvez décider de dire, moi, c'est la production, ou au sein de la production, c'est tel service qui est concerné. Ce champ d'application, il va être très important à détailler puisqu'on va voir plus tard que vous allez devoir prendre un certain nombre d'engagements en termes d'emploi. Donc, il faut effectivement bien réfléchir puisque les engagements en termes d'emploi que vous allez prendre, à minima, ils doivent s'appliquer sur le champ d'application de cet accord. Donc, plus vous grossissez le champ d'application et plus vos engagements, de fait, sont importants. Autre clause obligatoire, c'est la réduction de l'horaire que vous allez pouvoir mettre en place pour être indemnisé. Alors, on va revenir là-dessus plus particulièrement juste après, mais sachez que par principe, vous avez effectivement une possibilité de réduire jusqu'à 40% de la durée légale. Le deuxième point, c'est les engagements en termes d'emploi, des engagements en termes de formation professionnelle. Là-dessus, on va y revenir aussi un petit peu plus précisément. Et la dernière mention obligatoire, c'est les modalités d'information de vos représentants du personnel. Donc, dans l'accord ou dans le document unilatéral, vous allez devoir fixer des modalités
comment j'informe mes organisations syndicales et mes IRP, mon CSE, de la mise en œuvre de cet accord. À minima, vous devrez informer ces instances au moins tous les 3 mois. Donc ça, c'est pour les mentions obligatoires, à côté desquelles le décret vous permet de rajouter quelques mentions facultatives. Donc 3 types de mentions facultatives possibles. Une mention qui est relative aux dirigeants et mandataires, c'est-à-dire que dans votre accord APLD, vous pouvez mettre des conditions dans lesquelles les dirigeants salariés, les mandataires sociaux, les actionnaires vont fournir des efforts proportionnés à ceux que vous demandez aux salariés. Vous pouvez également fixer des dispositions par rapport à la mobilisation des congés payés ou du CPF, c'est-à-dire fixer dans l'accord comment mes salariés vont devoir prendre leurs congés, notamment prendre peut-être des congés avant de basculer en APLD, et également comment les salariés vont pouvoir utiliser leur compte personnel de formation pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif. Et enfin, dernière option facultative, c'est un suivi pour le coup de l'accord. Donc là, ce n'est pas de la mise en œuvre, c'est vraiment je fais un suivi de mon accord avec mes organisations syndicales. Comme je vous le disais, l'ensemble de ces mentions facultatives et obligatoires sont les mêmes. En cas d'accord de branche, le document unilatéral que vous allez prendre, il va reprendre finalement ces mentions déclinées de l'accord de branche. Et si vous fixez un accord, c'est à vous, clairement, de créer de toutes pièces le différent contenus. Pour revenir sur les 2 points, les 2 clauses obligatoires, que sont la réduction d'activité et après tout ce qui est évidemment engagement, plus précisément, sur la réduction d'activité, comme je vous le disais, vous avez la possibilité de réduire l'activité. C'est à vous de définir le volume d'heures que vous allez utiliser. Et vous avez un maximum, c'est-à-dire que vous avez 40% maximum de la durée légale du travail que vous êtes susceptible de chômer. Il y a une exception à ce plafond maximal de 40%. Ce serait une entreprise qui serait confrontée à une situation particulière et qui, sur décision de l'autorité administrative, pourrait étendre ce plafond à 50% de la durée légale. Concrètement, il va falloir, de ce qu'on a pu comprendre des échanges avec la Directe, puisque la Directe aujourd'hui n'est pas non plus complètement au point sur le dispositif, mais en tout cas des échanges qu'on a pu avoir, ce n'est pas uniquement de prévoir dans l'accord que vous pouvez dépasser 50%, c'est de faire une demande en bonne et due forme avec des 2 pièces justificatives de cette situation particulière. Et c'est la Directe qui, en plus d'homologuer ou de valider votre accord, va vous donner l'autorisation spécifique de pouvoir dépasser 50%. Donc là, il faut vraiment avoir un dossier effectivement circonscrit avec des faits objectifs pour expliquer pourquoi vous devez avoir plus que 40%. Les 40% de la durée légale, comment on va les apprécier? Le décret nous dit que la réduction, elle s'apprécie pour chaque salarié concerné par la PLD et que les 40%, ils s'apprécient également sur la durée finalement d'application du dispositif. Ce qui veut dire que comme on apprécie salarié par salarié et sur la durée de l'accord, c'est quand même un dispositif qui reste assez modulable, puisque ça vous permettrait, si là l'exemple qu'on vous a donné, j'ai une application d'accord pendant 20 mois, ça veut dire que si je réduis de 40%, j'ai potentiellement 8 mois d'arrêt complet d'activité que je peux organiser entre mes salariés. Donc, il y a quand même vraiment une possibilité et une flexibilité laissée aux entreprises avec des périodes qui pourraient être totalement à l'arrêt, d'autres complètement travaillées et évidemment avec potentiellement des salariés qui peuvent aussi tourner à la fois un premier service en activité partielle longue durée sur une certaine durée. Après, je bascule sur un autre service pour équilibrer et finalement adapter au plus près possible de vos besoins. Par contre, évidemment, à la fin de mon dispositif, je dois normalement être conforme à la durée de réduction d'activité que j'ai fixée dans mon accord. Les engagements, alors ça c'est un sujet sensible bien évidemment. Il y a 2 types d'engagements que vous devez prendre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'activité partielle longue durée, elle doit permettre aux entreprises de faire face à une baisse d'activité, mais la baisse d'activité, elle ne doit pas avoir pour conséquence de mettre vraiment en péril la situation économique de l'entreprise. C'est-à-dire que vous devez quand même avoir l'assurance que votre activité va perdurer. C'est une baisse d'activité, mais une activité qui va perdurer. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre des engagements en termes d'emploi, notamment. Concrètement, c'est l'accord de branche et la déclination dans le document unique ou votre accord d'entreprise qui va fixer en fait le périmètre de vos engagements. Le principe,
c'est que vous devez vous engager à maintenir l'intégralité des emplois de l'entreprise pendant toute la durée d'application de votre dispositif. Par accord, vous pouvez réduire ces principes-là et à minima, vous devez vous engager à maintenir l'emploi des salariés que vous allez placer en APLD sur toute la durée de l'accord. Donc là, c'est aussi à double tranchant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit je prévois un accord APLD avec un champ d'application très large pour pouvoir bénéficier d'un maximum de flexibilité, mais du coup, j'élargis très clairement le périmètre de mes engagements et le nombre d'emplois que je dois maintenir. Et également, si je conclus un accord très long, où je vais jusqu'à mes 24 mois, voire mes 36 mois, si j'estime que mon APLD, je vais l'utiliser au court par coup, ça veut dire que je m'engage pendant 2 ans, voire 3 ans, à ne pas supprimer d'emploi. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver sur le périmètre des engagements vis-à-vis de vos besoins en entreprise. Deuxième objectif et deuxième engagement que les entreprises doivent prendre, c'est des engagements en termes de formation professionnelle. Alors là-dessus, concrètement, on a essayé d'avoir plus d'informations auprès de la directe. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il faut savoir qu'on est censé avoir une circulaire ou à minima un question-réponse sur la PLD. Donc, voilà, on ne vous le présente pas aujourd'hui, donc c'est que malheureusement, il n'est toujours pas paru. Où on attend un peu plus de précision. Après, là, c'est à vous finalement de voir ce qu'il est susceptible de faire. Ça peut être des abondements du compte professionnel. Ça peut être de prévoir un budget supplémentaire de formation par rapport à vos engagements sur votre plan que vous n'aviez pas pris. Ça peut être aussi d'élaborer un plan de formation sur des activités porteuses d'avenir, des choses comme ça. Bref, ça, c'est un petit peu à vous, effectivement, de voir ce qui peut être intéressant pour votre entreprise en termes de formation et l'enveloppe que vous pouvez y consacrer. En tout cas, ces engagements, ils sont très importants puisqu'ils vont faire l'objet de contrôle. Tous les 6 mois, vous allez devoir transmettre à l'administration un bilan du respect de vos engagements en termes d'emploi, en termes de formation. Concrètement, vous allez déposer votre accord ou votre document unilatéral qui sera valable pour 1 an, 2 ans en fonction de la durée que vous aurez choisie. L'administration, elle va vous valider l'APLD pour 6 mois, quoi qu'il arrive. Au bout des 6 mois de la première validation, vous allez devoir reconsulter votre CSE ou vos organisations syndicales pour faire le point sur les engagements, sur l'activité qui a été mise en place, refaire un nouveau diagnostic. Ce procès-verbal va être transmis à l'administration avec un bilan succinct reprenant votre situation économique, vos perspectives, le suivi des engagements. Et sur la base de ce bilan et du PV de réunion du CSE, la directe va valider ou non que vous pouvez bénéficier encore de la PLD pendant 6 mois. Donc, tous les 6 mois, vous allez avoir un renouvellement de votre validation d'accord, en quelque sorte, ou de votre homologation. Si jamais la directe constate que les engagements auxquels vous vous êtes engagés ne sont pas tenus, 2 sanctions. Déjà, elle peut vous dire la PLD c'est terminé et suspendre le versement de votre allocation. Et surtout, elle peut effectivement demander le remboursement des sommes que vous auriez perçues au titre de l'activité partielle. C'est pour ça que concrètement, votre préambule où vous allez mettre le diagnostic sur votre situation économique et votre perspective d'avenir, ce n'est pas non plus quelque chose que vous devez prendre à la légère, c'est quelque chose qui doit être construit et être pertinent, parce que c'est aussi sur ce préambule que la directe va vraiment valider que vous tenez compte de vos engagements et que vous tenez compte des perspectives que vous aviez mis en place. Un point rapide sur la procédure. Donc, comme je vous disais, on a vu, soit vous passez par un accord d'entreprise négocié, soit vous passez par un document unilatéral sur la base d'un accord de branche. Une fois que ça c'est conclu, vous allez demander par voie dématérialisée soit la validation de votre accord, soit l'homologation de votre document unique. Donc, on va transmettre l'accord, on transmet le document unilatéral. Une fois que ça s'est transmis, la directe, elle a un délai de 15 jours, soit pour valider, soit pour homologuer, à compter de la réception de votre demande. Alors, a priori, les délais pour l'homologation sont un petit peu plus longs, 21 plus 15 jours. Et voilà, a priori, ce serait plus autour des 21 jours. Et les 15 jours seraient conservés, par contre, pour les validations d'accord, pardon. Et puis, une fois que ce délai est passé, vous allez avoir une décision notifiée par voie dématérialisée qui sera valable, comme je vous le disais, pour 6 mois. Sur ce qu'elle va vérifier, si vous passez par un accord d'entreprise, la directe, elle va s'attacher à vérifier déjà que votre accord il est conclu correctement avec les bonnes personnes en face de vous,
que vous avez bien négocié, c'est-à-dire qu'il y a eu, si vous négociez avec vos DS, qu'il y a eu 1 ou 2 réunions de négociation, qu'il y a eu un dialogue existant. Et puis, elle va vérifier que toutes les mentions obligatoires qu'on a vues ensemble et qui sont fixées par le décret sont présentes dans l'accord. Si vous passez par un document unilatéral sur la base d'un accord de branche, la directe, elle va vérifier que vous avez bien consulté votre CSE, donc que la procédure de consultation est régulière. Que là encore, toutes les clauses que vous avez mises dans le document sont conformes avec ce que prévoit l'accord de branche et plus globalement que de toute façon, l'ensemble des mentions obligatoires sont présentes. Voilà, donc similairement, c'est les mêmes choses, sauf que pour une décision unilatérale, on va regarder à la fois le décret et à la fois l'accord de branche. Avant de passer au régime indemnitaire de l'APLD, vous nous avez tous posé la question très largement de quid de la négociation d'un accord de branche au sein de la plasturgie. Aujourd'hui, cet accord de branche APLD, il est en cours de négociation. Il y a eu 2 réunions déjà sur le thème, dont la dernière était hier. Les partenaires sociaux hier n'ont pas abouti à un accord, hein, c'était assez prévisible puisqu'on entamait les discussions. Et la prochaine réunion de négociation pour la PLD, elle est fixée au 14 octobre prochain, dans un mois. Aujourd'hui, la fédération aura la position, en tout cas de ce qu'on a pu avoir comme écho, qu'elle préférera certainement ne pas conclure d'accord de branche plutôt que d'avoir des engagements trop importants en termes d'emploi, en termes de durée, en termes de formation pour les entreprises. Donc, on saura le 14 octobre prochain si oui ou non on a un accord APLD dans la branche. En attendant, vous avez toujours la possibilité de passer par un accord d'entreprise. Donc, n'hésitez pas bien évidemment à nous contacter à ce sujet pour qu'on puisse voir ensemble. On va préparer de quoi un accord, un projet d'accord pour vous accompagner sur ce sujet-là. Pour en revenir à l'activité partielle, le côté indemnitaire, concrètement, qu'est-ce que le salarié va percevoir, qu'est-ce que l'entreprise va percevoir? On voit qu'il y a beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas, on répondra à la fin du webinaire comme d'habitude. Vous avez pu lire dans les textes très souvent qu'effectivement, il y avait une différence d'indemnisation entre les accords qui seraient déposés, conclus avant le 1er octobre et puis les accords déposés à partir du 1er octobre. Effectivement, à date, au jour où on vous parle, cette distinction existe. Pour les accords qui seraient conclus et déposés avant le 30 septembre, le salarié percevrait 70% de son salaire brut et l'entreprise percevrait une allocation à hauteur de 60%. Pour les accords déposés à partir du 1er octobre, il y aurait une diminution, alors pas de l'indemnisation des salariés qui ne bougeraient pas, mais par contre une diminution de l'allocation employeur à 56%. Cette différence, cette date du 1er octobre va être repoussée et pour le coup, dans le cadre de la PLD, va être complètement abandonnée puisqu'on a un projet de décret qui a été envoyé aux partenaires sociaux au début du mois, là, le 4 septembre, qui vise complètement à supprimer la diminution du niveau d'indemnisation à partir du 1er octobre et prévoit d'appliquer le taux d'allocation à hauteur de 60% pour toute la durée du dispositif, et ce, peu importe la date à laquelle vous transmettez votre accord à la directe. Donc concrètement, il n'y a plus d'urgence absolue à conclure un accord d'entreprise avant le 30 septembre. Donc vous avez encore effectivement la possibilité d'avoir un peu plus d'anticipation, en tout cas de peut-être bien pouvoir construire votre projet sur la PLD. Ensuite, on va faire un point sur comment finalement j'articule mon APLD avec l'activité partielle de droit commun. L'activité partielle de droit commun, c'est celle que vous percevez tous aujourd'hui pour les entreprises qui ont encore de l'activité partielle, donc 60% en termes d'allocation et puis 70% de la rémunération brute pour vos salariés. Concrètement, le principe, c'est qu'on ne pourra pas cumuler, bien évidemment, APLD et activité partielle de droit commun pour une même période pour un même salarié, ce qui paraît assez logique. Donc, à partir du moment où j'ai des salariés qui vont être concernés par le dispositif d'APLD, ils vont complètement sortir du dispositif d'activité partielle de droit commun. Par contre, ce qu'on vient nous préciser, c'est que si j'ai un accord APLD qui prévoit que certains salariés couverts par le dispositif, les autres salariés qui ne seraient pas visés par le dispositif d'APLD peuvent continuer à être placés en activité partielle de droit commun, sauf si le motif de recours à l'activité partielle est la conjoncture économique. Dans ce cas-là, on ne pourra pas effectivement en bénéficier. Autre point, on ne pourra pas cumuler le dispositif d'APLD
avec le dispositif d'individualisation d'activité partielle que vous connaissez et que vous avez peut-être déjà mis en place dans vos entreprises. Donc, ce sera soit APLD, soit activité partielle de droit commun, voire individualisation. Un petit rappel sur les conditions effectivement d'activité partielle de droit commun. Pour terminer sur l'activité partielle, vous savez donc depuis le 1er juin que le taux d'allocation d'activité partielle est fixé à 60%, avec bien évidemment une limite de 4,5 SMIC, et que cette indemnisation de 60%, elle est normalement applicable pour toutes les demandes d'indemnisation qui sont adressées au titre des heures chômées jusqu'au 30 septembre 2020. Le Premier ministre a annoncé, là encore, au cours d'une intervention du MEDEF cet été, qu'il allait repousser cette date du 30 septembre et qu'on pourrait bénéficier de ces conditions indemnitaires jusqu'au 31 octobre au moins. Et effectivement, on a un projet d'ordonnance et un projet de décret qui sont venus officialiser en quelque sorte ces annonces. Alors là encore, l'ordonnance et le décret ne sont pas sortis. Après, ne soyez pas étonnés, depuis le début de la période sanitaire, on a l'habitude que les textes ils tombent au dernier moment. Donc, il ne faut pas être inquiet que ce ne soit pas encore sorti. Par contre, donc, on va continuer à avoir 60% en termes d'allocation jusqu'au 31 octobre. Par contre, à partir du 1er novembre, il y aura une chute, en tout cas, de l'indemnisation, chute pour les salariés, c'est-à-dire que l'indemnité que l'employeur va verser aux salariés va passer à 60% de la rémunération et plus à 70% comme c'est le cas aujourd'hui. Et surtout, l'allocation d'activité partielle qui vous est remboursée en tant qu'employeur en contrepartie de ce que vous maintenez va, elle, drastiquement chuter puisque ce sera plus 60%, ce sera 36% de la rémunération horaire brute que vous versez. Donc, toujours avec la limite de 4,5 SMIC. Donc, cette ligne, cette régression très claire du dispositif d'activité partielle, la date, elle est au 1er novembre pour l'instant. Donc, c'est effectivement à partir de cette date-là qu'il va falloir réellement s'interroger en entreprise sur le fait de basculer ou non en APLD pour continuer à bénéficier du dispositif d'indemnisation classique. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire sur l'activité partielle longue durée. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui avaient été posées. Et on y reviendra à la fin du webinaire comme promis. On va passer à la troisième loi de finances rectificative avec les mesures sociales en faveur des entreprises. Alors avant de redonner la parole à Aurore qui est beaucoup plus spécialisée que moi sur ces questions d'aide aux entreprises, je voulais juste vous rappeler que la prime PEPA a été prorogée puisque vous avez 4 mois de plus pour la verser. Normalement, la deadline, c'était le 31 août et ça a été repoussé jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous avez encore toujours la possibilité par accord d'entreprise ou par décision unilatérale, de verser cette prime. Merci Alexandra. Alors, je vais essayer de passer assez rapidement sur l'aide à l'alternance et l'aide à l'embauche pour les moins de 26 ans, mais pour qu'on puisse traiter quelques questions. Après, comme d'habitude, pas de souci, vous posez vos questions par mail, vous nous les adressez, on répondra s'il y a besoin et si on n'a pas le temps de répondre à tout. Alors, l'aide exceptionnelle à l'alternance, en fait, c'est dans le cadre du plan Un jeune, une solution que le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle au recrutement. Alors, initialement, c'était pour les contrats d'apprentissage. Ça a été étendu également aux contrats de professionnalisation. Le niveau jusqu'auquel ça pouvait pousser a été également étendu puisque ça vise tous les contrats de pro ou les contrats d'apprentissage jusqu'au niveau master et pour toutes les entreprises. On verra qu'il y a une petite subtilité pour les entreprises de moins de 250 salariés. Le montant de l'aide exceptionnelle, il est de 5 000 € pour un mineur, un alternant mineur, et 8 000 € pour un alternant majeur. Pour tous les contrats d'apprentissage et de professionnalisation qui seraient signés depuis le 1er juillet 2020 et jusqu'au 28 février 2021, qui préparent un diplôme jusqu'au master. Alors, pour le contrat de professionnalisation, l'aide, elle est étendue également aux CQP et aux contrats de professionnalisation expérimentaux qui sont accessibles aux structures d'insertion par l'activité économique. Sur les employeurs à qui s'adresse l'aide exceptionnelle, eh bien, ça vise toutes les entreprises, sachant que pour les entreprises de moins de 250 salariés, il n'y a pas de condition, si ce n'est de bien transmettre le contrat de pro ou d'apprentissage à son OPCO. Et pour les entreprises de 250 salariés et plus, il y a des conditions de quota. Or, le texte est encore un peu une usine à gaz, mais schématiquement, il faut distinguer selon que l'entreprise de 250 salariés et plus est assujettie à la taxe d'apprentissage ou non.
Une entreprise d'au moins 250 salariés qui serait assujettie à la taxe d'apprentissage serait éligible à l'aide exceptionnelle dès lors qu'elle est exonérée de la contribution supplémentaire à l'alternance. En fait, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple. Il faut respecter le quota d'embauche de 5% d'alternants au 31 décembre 2021. Donc, dès lors que vous êtes exonéré de cette CSA, vous êtes réputé satisfaire les conditions d'engagement d'alternants. Pour les entreprises d'au moins 250 qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, là encore, c'est là où le bas blesse, c'est que la justification, vous devrez justifier d'un pourcentage minimal d'alternants dans vos effectifs au 31 décembre 2021. Alors, il y a encore une petite subtilité, ou bien sur l'effectif 2021, vous employez au moins 3% d'alternants et vous justifiez d'une progression d'au moins 10% par rapport à 2020, sachant qu'un accord de branche pourrait fixer un taux plus important de progression. Bon, à ce jour, ce n'est pas le cas de la branche de la plasturgie. Donc, en fait, pour les entreprises d'au moins 250, il faut savoir est-ce que vous êtes assujetti à la taxe d'apprentissage. Si c'est le cas, dès lors que vous êtes exonéré de la contribution supplémentaire à l'alternance, c'est-à-dire qu'en gros, vous embauchez bien votre quota d'alternants, vous êtes réputé satisfaire à la condition d'engagement d'alternance. Si vous êtes au moins 250 mais pas assujetti à la taxe d'apprentissage, les conditions sont celles du tableau de droite. Là encore, pas de souci, vous me rappelez, vous m'écrivez, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous rebalayer le dispositif. Alors, le ministère mise beaucoup sur cette aide et a établi une brochure dont vous pouvez trouver le lien sur la petite icône PDF. L'aide se déclenche automatiquement lorsque vous allez déposer le contrat. Alors, je rappelle que c'est l'OPCO aujourd'hui qui est en charge tant du contrat d'apprentissage que du contrat de professionnalisation. L'OPCO qui va ensuite se charger de transmettre à l'administration le contrat. En retour, le ministère va transmettre à l'agence sociale de paiement les informations nécessaires au versement de l'aide, ce qui va vous valoir décision d'attribution. Et on verra tout de suite après qu'il y a des conditions supplémentaires pour les entreprises d'au moins 250, puisqu'il va falloir des engagements sur l'honneur. Donc, petite précision, l'aide exceptionnelle du plan de relance à l'apprentissage 2020 se substitue à l'aide unique pour la première année de contrat. À l'issue de la première année, les entreprises de moins de 250 qui pouvaient bénéficier de l'aide unique à l'apprentissage vont pouvoir rebasculer vers ce dispositif. Mais alors, ça vise par contre que les titres ou diplômes équivalents au plus au baccalauréat. Donc, on n'est plus sur des diplômes de type niveau 5. Sur les modalités de versement de l'aide, elle est versée chaque mois par l'ASP avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Pour les apprentis, vous allez devoir transmettre dans la DSN les données qui se rapportent au contrat d'apprentissage. À défaut de transmission de ces données, eh bien, le mois suivant, l'aide sera suspendue. Pour les titulaires du contrat de pro, l'employeur devra transmettre chaque mois le bulletin de paye à l'ASP. Et là encore, à défaut de transmission du bulletin de paye, le mois suivant, l'aide sera suspendue. De même, en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ça peut arriver, l'aide cesse alors d'être due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. Pour les entreprises d'au moins 250, vous devez, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat de pro ou du contrat d'apprentissage, un engagement d'emploi attestant sur l'honneur que vous respecterez vos obligations en matière d'emploi, et ça, vous devrez le transmettre à l'ASP. Alors, pour l'instant, on n'a pas de trame, donc vous aurez peut-être des précisions, mais bon, ça passe par l'ASP. Les modalités de la transmission peuvent être mises en œuvre par l'ASP par voie dématérialisée et au plus tard le 31 mai 2022, il faudra que vous puissiez justifier, attester du respect de vos engagements. À défaut, l'ASP procédera à la récupération des sommes qui auront été versées au titre de l'aide. Donc voilà, ça c'était pour l'aide à l'embauche d'un alternant. On a un autre volet du plan jeune. C'est l'aide à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans. Alors, ça vise, comme son nom l'indique, les jeunes de moins de 26 ans, dont la rémunération prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Les deux conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat de travail. Pour toute embauche entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021,
soit en CDI, soit en CDD d'une durée d'au moins 3 mois. Sont éligibles à l'aide, quel que soit leur effectif, les employeurs du secteur marchand et non marchand. Il y a tout un tas de conditions d'attribution qui sont classiques en cas d'aide à l'embauche. Être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, ne pas bénéficier d'une autre aide de l'État, l'insertion à l'accès ou au retour à l'emploi versé au titre du salarié concerné. L'employeur ne doit pas avoir procédé depuis le 1er janvier 2020 à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide. Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide. Et le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d'exécution du contrat. Là encore, une des pages du site du ministère du Travail est très bien faite. Vous pouvez cliquer sur le lien. Et pour toute question et en tout cas vérification, on vous invite à contacter l'ASP qui a mis en place un service gratuit d'appel pour pouvoir répondre aux questions des entreprises et qui figure également sur la diapo. Alors, l'aide, elle est de 4 000 € maximum pour un même salarié. Elle est due à compter du 1er jour d'exécution du contrat de travail, versée à terme échu trimestriellement à raison de 1 000 € maximum par trimestre dans la limite d'1 an. L'aide n'est pas due pour toutes les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération et pour les périodes au cours desquelles le salarié serait placé en activité partielle classique ou activité partielle de longue durée. Toutes les démarches sont à effectuer auprès de l'ASP via un téléservice qui ne sera ouvert qu'à compter du 1er octobre 2020. Vous aurez 4 mois pour le faire à partir de la date de début d'exécution du contrat. Là encore, on va vous demander une attestation sur l'honneur de remplir les conditions d'éligibilité. L'aide sera versée par l'ASP sur la base d'une attestation de l'employeur qui justifie la présence du salarié. Là encore, il y a des cas dans lesquels l'aide pourrait être suspendue ou demander un remboursement. Si vous ne produisez pas dans le délai d'1 mois les documents qui vous sont demandés par l'ASP, si les vérifications finalement effectuées par l'ASP montrent que le recrutement du jeune a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié ou les déclarations que vous avez faites pour bénéficier de l'aide sont fausses. Donc voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur l'aide à l'embauche et le plan jeune. Avant de répondre à vos questions, on vous donne la date du prochain webinaire, donc ce sera le 22 octobre prochain à 14 h, en principe consacré à la négociation de la branche. Donc prenez date, vous devriez recevoir d'ici une semaine, je pense, l'invitation pour pouvoir vous inscrire. Alors, on va prendre un petit peu le temps de répondre à vos questions, juste le temps que… Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions, oui. Donc on va essayer de répondre au maximum. Et après, comme d'habitude, effectivement, on va effectivement vous répondre par mail si on n'a pas le temps de tout reprendre. Alors, la première question, elle concerne l'activité partielle et la garde d'enfants. Comment on fait si l'entreprise est confrontée à une nouvelle garde d'enfants et n'a plus de dispositif d'activité partielle en place? Alors, pour l'instant, on a contacté la directe. Eux-mêmes ne savent pas concrètement comment ça va se passer. Est-ce qu'il faudra refaire une demande d'activité partielle classique pour placer les gardes d'enfants? Ils ne savent pas s'il y aura une diminution de l'allocation à partir du 1er novembre ou s'il y aura un nouveau dispositif. Donc, tant qu'on n'aura pas le décret venant réglementer en fait et confirmer les annonces qui ont été faites, on n'en saura pas plus sur ce dispositif. Alors, sur l'accord de branche, on vous a répondu. Pour l'instant, c'est en cours avec les incertitudes qu'on a évoquées tout à l'heure. Ensuite, on a des questions sur la PLD. Alors, en ce qui concerne effectivement le maintien dans l'emploi, on nous pose la question de savoir si c'est un maintien à volume constant, volume des effectifs, ou si c'est un maintien uniquement sur des licenciements économiques. Là encore, la question est grande ouverte. Alors, dans la dernière présentation qu'a pu faire la directe, il parle de licenciement économique, clairement, il faut le dire. Donc, on pense que c'est ces typologies de rupture qui seront concernées et pas les inaptitudes et pas les démissions. Non.
Maintenant, tout ce qui est rupture pour motif économique, ça peut aussi concerner des ruptures conventionnelles collectives, les APC. Les APC, et ça, voilà, on n'a pas encore les précisions, mais a priori, les démissions, les inaptitudes ne devraient pas être concernées. Alors, la réduction du temps de travail ne doit pas excéder 40% de la durée légale du travail avec un dépassement possible jusqu'à 50% de la durée légale. On raisonne à la semaine ou au mois? Alors, les dépassements des 40%, enfin la réduction de 40%, les 40%, ils sont appréciés sur la durée d'application de votre accord. Donc, concrètement, si vous décidez que votre accord il s'applique pour 1 an, les 40%, l'appréciation, c'est annuel. C'est pour ça que vous pouvez avoir des mois où il n'y a pas du tout d'activité et en contrepartie, des mois où il y a beaucoup d'activité pour justement qu'à la fin de votre période d'1 an, vous ayez clairement ces 40%. Alors, sur les prolongations, en fait, sur l'APLD, on n'aura plus cette date butoir du 1er septembre, du 30 septembre ou pas. On aura toujours le même niveau d'indemnisation. Alors après, peut-être que ça porte plutôt sur l'activité partielle classique. Pour les prolongations, si on avait fait la demande, peu importe, en fait, c'est sur les heures indemnisées. Oui. Le taux sera réduit sur les heures indemnisées, en principe à compter du 1er novembre. Donc, même si votre renouvellement date de cet été, ça impactera les heures indemnisées au-delà à compter du 1er novembre. Sachant que l'information que l'on peut avoir aussi, puisqu'on a pas mal d'adhérents qui ont des fins d'autorisation là au 30 septembre, a priori, la Direct, de toute façon, bloque les renouvellements au 30 octobre. Donc, même si vous êtes encore sur votre durée possible, avec un volume d'heures possible, ce qu'on a pu constater, en tout cas des retours, je ne vous dis pas que toutes les directs ont toutes la même interprétation, mais en tout cas pour les remontées qu'on a eues, c'est qu'ils ne valident pas au-delà du 30 octobre parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir un basculement important au 1er novembre et un changement d'indemnisation. Alors, sur le règlement intérieur, nous avons un effectif de 20 personnes avec un règlement intérieur. Oui, vous y étiez soumis, effectivement, compte tenu de la règle sur l'effectif. Un protocole a été rédigé, distribué aux salariés contre signature et publié dans l'entreprise. Devons-nous envoyer ce protocole? Oui, vous devez envoyer ce protocole à l'inspection du travail, effectivement, et le transmettre au secrétaire du CSE, enfin bon, à vos titulaires du CSE, vos représentants du personnel. Après, il n'y a pas d'obligation de modifier et d'intégrer une clause dans le règlement intérieur. Le fait, comme disait Aurore, de transmettre le protocole à votre CSE et à la Direct, ça vient automatiquement l'intégrer comme une annexe en fait à votre règlement intérieur. Donc, on ne vous demande pas de réécrire le RI en ajoutant une clause particulière. Alors, on a aussi beaucoup sur la demande d'autorisation de chômage pour la garde d'enfants. Donc, on a répondu pour l'instant. On a le cadre, mais on n'a pas concrètement les précisions administratives. Concernant la PLD, donc ça, on a déjà effectivement répondu à cette question. Désolée, hein, on découvre en même temps. Alors, sur le fait de prendre un contrat d'apprentissage alors que vous faites de l'activité partielle, dans l'absolu, c'est pas incompatible. C'est pas compatible, il n'y a pas d'interdiction. Il faut que le contrat d'apprentissage, justement, puisse remplir toutes les conditions, c'est-à-dire permettre aux jeunes de suivre son enseignement et puis pouvoir préparer sa qualification sereinement. Ça veut dire aussi mettre un maître d'apprentissage, pouvoir lui permettre d'assurer. Alors effectivement, si le contrat d'apprentissage il est tout le temps en activité partielle, ça peut être problématique. S'agissant du périmètre des engagements, on nous demande est-ce qu'on doit forcément prendre des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation? Oui, vous êtes obligé de prendre des engagements sur ces deux, et l'emploi et la formation, et vous ne pouvez pas en choisir qu'un seul des deux. Alors l'ASP, c'est l'agence de services de paiement, c'est ce qui vous verse l'aide. Je pense que globalement, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Après, compte tenu du timing, on s'était engagé à 30 minutes, on est à 55. On reprendra le restant des questions au cas par cas et on vous apportera effectivement une réponse par mail à ceux pour lesquels on n'aurait pas pu apporter de réponse. On vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui à vous inscrire.
On reste bien évidemment à votre disposition. Je rappelle une dernière fois que le support du webinaire, vous pouvez le télécharger tout de suite. Là, il est dans les documents à distribuer. Et si vous n'arrivez pas à le télécharger, il sera mis en ligne sur notre site Alizé Plasturgie où vous aurez également la possibilité de regarder le replay. Voilà, écoutez, on vous remercie encore de votre participation et puis on vous dit au mois prochain pour le webinaire du mois d'octobre. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi.